Hello, bienvenue sur Alexail. Donc on va continuer cette petite série, on parle toujours d'énergie à bord des bateaux, des voiliers de croisière en particulier. Je viens de terminer une petite série où je vous ai parlé des chargeurs, de la supervision de batterie, de leur protection et tout ça. Il y a un sujet dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, c'est le sujet des onduleurs, ou des conversions DC vers AC, pour créer du 230 volts alternatif à bord des bateaux. Donc l'idée de ce genre de choses, c'est bien sûr de rajouter un élément sur l'installation du bateau, branché sur le 12 volts, et pour créer du 230 volts. Alors, c'est un sujet que j'ai hésité à aborder pour deux sujets, pour deux raisons. La première raison, c'est parce que c'est dangereux. Il faut quand même que je vous dise que si on crée, donc, on peut toujours s'électrocuter, enfin faire prendre le feu sur un bateau avec le courant, même en 12 volts, mais si on crée du 230 volts, il y a plus de risques, on peut en mourir assez rapidement. Donc bien sûr, ne bricolez pas des choses en 230 volts sur le bateau si vous n'êtes pas expert ou si vous n'avez pas fait vérifier l'installation par un expert. L'autre raison pour laquelle j'ai pas trop envie de parler de ce sujet-là, c'est que je considère qu'on a très rarement besoin de ça à bord d'un bateau. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, souvent, le premier élément pour lequel on se dit « tiens, j'ai besoin de 230 volts », c'est pour brancher un équipement 230 volts qu'on a à la maison. J'ai besoin de brancher mon chargeur de téléphone portable, j'ai besoin de brancher mon sèche-cheveux ou mon aspirateur, j'en sais rien. Pour tout ce genre de sujet, je trouve que mettre du 230 volts dans un bateau, enfin recréer du 230 volts dans un bateau depuis la batterie, est une mauvaise idée, simplement parce qu'on peut facilement s'en passer en achetant des équipements alimentés nativement 12 volts. Tout ce qui est téléphone portable, évidemment, il suffit d'acheter un petit dongle que je mette dans ma prise allume-cigare et qui me fournit de l'alimentation USB. Alors, d'autant plus maintenant qu'avec l'USB Power Delivery, donc c'est les petites prises USB-C, on peut fournir beaucoup de puissance, 60 watts et autres, donc ça suffit largement pour alimenter plein de choses. De la même manière, si vous amenez votre ordinateur portable à bord et que vous avez besoin de le charger, il suffit de ne pas utiliser le chargeur vendu avec, qui se branche en 230 volts, mais d'acheter un chargeur alimenté en 12 volts, et la chose est faite, ou de le brancher en USB-C s'il est compatible. Et si par hasard vous avez vraiment envie d'un sèche-cheveux ou d'un aspirateur, vous allez trouver, comme illustré ici, des produits sèche-cheveux ou aspirateurs branchés en 12 volts. Alors ils ne vont pas être très puissants, mais on va le voir, c'est peut-être mieux qu'ils ne soient pas très puissants à bord d'un bateau. Je caricature un peu, mais c'est quand même vrai que c'est très rare d'avoir vraiment besoin de 230 volts. L'autre chose pour laquelle je pense que c'est pas très raisonnable d'avoir 230 volts à bord d'un bateau, c'est que une des autres raisons pour laquelle on se dit tiens je veux 230 volts, c'est que j'ai envie de mettre un micro-ondes ou un four ou je ne sais quoi qui va être alimenté depuis les batteries. Si on fait un petit calcul, on se rend compte que c'est pas forcément une bonne idée. Alors j'ai fait un petit calcul pour vous. Alors je ne parle pas d'un grand yacht qui a d'autres soucis, mais sur un petit bateau de croisière. Imaginez que vous voulez mettre un petit four pour faire votre pizza sur votre bateau, et vous dites tiens je vais mettre un onduleur, comme ça je vais pouvoir l'alimenter depuis mes batteries. Un petit four à pizza, ça consomme rapidement 1000 watts. Bon. 1000 watts en 230 volts, ça fait 4 ampères 4, donc il suffit de diviser 1000 par 230. C'est un petit four, c'est pas un gros four. Si vous avez un convertisseur DC-DC, donc un convertisseur AC-DC par exemple, pour faire du 230 volts depuis la batterie, même s'il avait un rendement de 100%, ce qui n'est pas le cas, il consommerait 1000 watts en 12 volts. Il ne peut pas créer des watts. Donc 1000 watts en 12 volts, si vous faites le calcul, ça fait 84 ampères. Là déjà, vous devriez pouvoir vous dire, c'est quand même 84 ampères, c'est pas négligeable, c'est plus que le gain d'eau en continu ou que je ne sais quoi. Mais bon, pourquoi pas? Imaginons qu'on va tirer 84 ampères. Je ne sais pas ce que vous avez comme batterie, imaginons que vous avez une batterie qui fait, j'ai pris 70 ampères-heure. Bon, peut-être plus, mais bon, bref. 70 ampères-heure, si vous faites le calcul, combien de temps 70 ampères-heure va tenir pour alimenter 84 ampères, vous allez trouver que ça fait un peu moins d'une heure, ça doit faire 50 minutes. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une batterie de 70 ampères-heure chargée à 100%, et que vous voulez alimenter votre four, vous allez faire marcher votre four au mieux 50 minutes, pour partir d'une batterie complètement chargée et arriver à une batterie complètement vide. Je suis pas pro en cuisine, mais 50 minutes, à mon avis, vous avez du mal à faire 3 pizzas, quoi. Donc c'est le coût énergétique d'un four comme ça. Et même si vous vous dites, ok, c'est pas grave, j'ai des panneaux solaires, donc là je vous ramène à la vidéo que j'avais fait sur les alimentations par panneaux solaires,
recharger complètement une batterie de 70 ampères-heure, donc quelque part pour compenser la cuisson de mes 3 pizzas. Si vous faites le calcul, et en étant dans une région au sud de la France, en plein été, tout ça, il va vous falloir un panneau solaire d'aux environs de 240 watts pic, sur un ensoleillement d'1 kWh par mètre carré, pour espérer avoir 70 ampères-heure dans la journée. C'est un panneau solaire qui fait 1,60 m par 80 et qui est utilisé exclusivement pour alimenter votre batterie et pouvoir faire les pizzas le soir. Tout ça pour vous dire que ce type d'application-là me semble pas très raisonnable. Il vaut mieux aller à la pizzeria sur le port ou utiliser son gaz pour faire chauffer le four. Voilà. Alors, sauf si vous avez un grand catamaran avec 3 kW de panneau solaire, c'est un autre débat. Hein. Mais sur un petit bateau, en tout cas, c'est rarement utile. Alors, dans mon cas, mon petite expérience sur mon bateau a montré que de temps en temps, j'ai besoin de 230 volts, mais c'est pour des utilisations rares, mais importantes. Principalement, c'est pour alimenter ce genre de choses. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, on peut avoir besoin d'alimenter un équipement 230 volts, typiquement pour bricoler à bord, alors qu'on est en mer, on a besoin de faire un trou, je ne sais quoi, ou de meuler un truc, et là, les équipements, donc bien sûr, on pourrait trouver peut-être une perceuse 12 volts, mais on ne va pas acheter un truc spécifique pour ce besoin-là, donc on a embarqué une perceuse visseuse qu'on avait à la maison, et elle est alimentée en 230 volts. Donc pour ce genre de besoin, ou une mini perceuse par exemple, j'ai aussi à bord une petite Dremel qui m'a servi 1 milliard de fois, mais elle est alimentée en 230 parce que c'est celle que j'avais. Donc pour ce genre de petits besoins, j'ai une fois de temps en temps besoin de 230 volts, mais pas pendant une demi-heure, quoi. J'en ai besoin pendant 30 secondes, mais à ce moment-là, c'est utile d'avoir du 230 volts. Donc, comment on fait pour faire, dans tous les cas, du 230 volts à bord d'un bateau? On utilise donc un produit qui s'appelle, alors ça a plein de noms différents, mais ça peut s'appeler un onduleur, ça peut s'appeler un inverteur en anglais, ça peut s'appeler un convertisseur DC-AC, continu alternatif. C'est un truc qui prend du 12 volts et qui le transforme par une électronique astucieuse en 230 volts alternatif. C'est dimensionné, on trouve des produits avec différentes puissances de sortie. Hein. Souvent, il faut faire attention, il y a une puissance max instantanée et il y a une puissance continue qu'on peut tirer pendant longtemps avant que le produit prenne feu. Ce qui est important dans ce genre de produit, c'est leur rendement aussi. Donc, quel est le rendement de conversion? Je vous ai dit, au mieux, si vous voulez 1000 watts en sortie, il en faut 1000 en entrée. En général, il en faut 1100 en entrée parce qu'ils ont un rendement de 90%. Mais entre un produit qui a 90% de rendement et un produit qui en a 80%, ça fait quand même une grosse différence. Donc, c'est un des critères de choix des types de produits. Vous allez trouver aussi que ces produits-là se différencient par ce qu'on appelle la forme d'onde de sortie. Donc les produits les moins chers, alors, historiquement, faisaient un signal qui était vaguement alternatif, mais qui était plutôt un signal carré. Donc au lieu de faire une belle sinusoïde, ça faisait des gros rectangles. Et au fil du temps, on a eu des technologies qui faisaient des choses de plus en plus proches d'un signal sinusoïdal, jusqu'à des produits qui s'appellent pur sinus ou quelque chose comme ça dans les documentations, qui font une courbe qui est très très sinusoïdale. Alors, est-ce que c'est vraiment important comme choix sur un bateau? Pas forcément, ça dépend ce que vous voulez alimenter. Si vous voulez alimenter une perceuse une fois de temps en temps, que ça fasse un sinus ou pas, vous en foutez complètement. Ça serait différent si vous vouliez alimenter votre chaîne IFI, mais vous n'avez pas besoin d'alimenter une chaîne IFI en 230 volts sur un bateau, donc c'est pas forcément très critique. Ce qui peut aussi jouer, par contre, c'est que les produits qui ont des formes d'ondes non sinusoïdales ont plus de risques de créer des parasites à bord, et donc de parasiter la VHF, le GPS ou n'importe quoi d'autre. Donc c'est toujours mieux d'avoir un produit qui fournit un signal plus propre, quelque part. La dernière différence entre les différents produits de conversion en onduleur que vous allez trouver sur le marché, c'est ce que j'ai appelé ici fixe versus portable. Il y a des produits qui sont faits pour être installés à demeure dans votre bateau et d'autres qui se branchent sur une prise allume-cigare. Donc c'est pas tout à fait le même besoin. Je vous en ai mis quelques-uns à titre d'exemple ici. Encore une fois, ce n'est pas des jugements de valeur, hein, c'est juste des exemples de produits qu'on trouve sur le commerce. Vous allez trouver des convertisseurs fixes chez tous les vendeurs de produits de puissance pour bateau. Les Victron, Mastervolt, Vetus et autres ont des onduleurs dans leur catalogue. Qui sont faits pour ça, qui sont donnés pour être fiables longtemps, etc., etc. Il peut y avoir des petites particularités qui sont utiles à connaître. Par exemple, les gammes Victron
Je ne sais pas si les autres font ça, ont un mode qui s'appelle Echo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser l'onduleur toujours alimenté par la batterie, bon, bien que je pense que c'est mieux de mettre un interrupteur, et il fonctionne en se mettant en route toutes les quelques secondes, et s'il se rend compte qu'il n'y a pas de consommation sur la sortie secteur, il se coupe. Donc sa consommation constante est beaucoup plus faible qu'un produit qui générerait du 230 volts en continu. Bon, c'est une petite fonction agréable. J'imagine que c'est de toute manière mieux de prévoir un disjoncteur pour le couper quand on ne s'en sert pas, mais à vous de voir. Autre fonction qui peut être intéressante, des produits comme Vetus ont une fonction qu'ils appellent UPS, alimentation sauvegardée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut être mis quelque part en série avec l'alimentation 230 volts qui vient du quai. Le 230 volts qui vient du quai alimente votre prise, vos prises de bord s'il y a du courant. Et s'il n'y a pas de courant, l'onduleur se met en route automatiquement et crée du 230 volts par la batterie. Donc c'est une manière de gérer la chose astucieusement. L'inconvénient de ça pour moi, ça veut dire que vous risquez de vous mettre à consommer du courant de vos batteries si le courant se coupe sans forcément vous en rendre compte. À vous de voir. Enfin, vous pouvez aussi, si vous avez besoin, comme moi, juste d'un petit produit portable pour alimenter votre mini perceuse une fois de temps en temps, rien ne vous empêche d'aller sur des sites chinois et d'acheter des produits chinois qui ne coûtent rien. C'est pas celui que j'ai pris, mais ça ressemble à ça. Où vous allez trouver pour une quarantaine d'euros un truc qui est censé faire 1500 watts. Alors je suis certain qu'il ne fournit pas 1500 watts, en tout cas pas pendant longtemps, mais ça suffit pour faire un petit boulot une fois de temps en temps. Donc autant je suis personnellement pas convaincu que la présence d'un onduleur à long terme sur un petit bateau soit intéressante, autant avoir un petit onduleur portable pour se dépatouiller le jour où il y a besoin d'avoir un peu de puissance, c'est utile. D'ailleurs, oui, je ne vous ai pas dit, une autre application possible de l'onduleur, c'est pour alimenter un fer à souder. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Alors, on trouve des fers à souder 12 volts, mais il se trouve que j'en ai pas, donc le mien, il faut du 230 volts. Autre produit complémentaire à un onduleur qui peut être intéressant pour ceux qui font des installations fixes, on trouve sur le marché des systèmes permettant de faire une sélection automatique de sources. En gros, l'idée, c'est de dire, ok, dans mon bateau, je vais avoir une installation de 130 volts, des prises de 130 volts, un éclairage de 130 volts, et je veux pouvoir l'alimenter soit par le chargeur par le 230 volts de quai, si je suis branché, soit par mon onduleur, soit peut-être par un groupe électrogène, si j'en ai un. Alors, je parle plutôt d'un gros bateau. Quand vous voulez faire ça, vous avez deux solutions. Soit vous mettez un commutateur manuel, hein, ça se trouve, permettant de choisir votre source. Soit vous allez trouver sur le marché des produits comme celui-là que j'avais vu une fois de chez Stirling, qui est assez sympathique. En gros, c'est une boîte à relais automatique qui garantit que quand il n'y a pas de courant, quand il n'y a pas de source AC, mais il n'y en a pas. S'il y a par contre des sources AC, ça va sélectionner en priorité la source de quai, en deuxième le générateur et en troisième l'onduleur. Donc ce genre de produit peut simplifier la vie dans la vraie vie sur un bateau. Voilà, dernière chose sur les onduleurs qui peut être intéressante à savoir. Certains vendeurs, alors je sais que Victron fait ça, je ne sais pas s'il y en a d'autres, font des produits qui sont des chargeurs onduleurs réversibles. Donc là c'est les gammes Multiplus chez Victron. Alors je pense que ça s'adresse plutôt à des bateaux un peu gros, mais c'est un peu la même chose que le sélecteur automatique que je vous ai montré tout à l'heure, ou que l'UPS qu'on a vu précédemment, mais encore en plus sophistiqué, parce que là l'électronique intégrée au produit sert à la fois pour charger votre batterie s'il y a du secteur, soit pour décharger la batterie et faire onduleur s'il n'y a pas de secteur. Donc l'idée, c'est deux en un. Donc la structure interne du produit que j'ai trouvé sur le datasheet de Victron, c'est celle-là. Donc vous voyez que vous avez à gauche le raccordement secteur de quai, quelque part. À droite, le raccordement secteur vers votre bateau, les prises à bord et les équipements de 130 volts. Et il y a un relais qui s'enclenche, le relais G là, sur le repère, qui s'enclenche quand le secteur est présent, qui va à la fois fournir du secteur à bord directement et alimenter l'onduleur réversible qui est en bas pour charger votre batterie. S'il n'y a plus de courant secteur, le relais G s'ouvre et l'onduleur, l'électronique qui est en bas, change de mode et devient un onduleur et sort le courant de la batterie pour réalimenter les sorties vers le bateau. Donc ce genre d'architecture peut être intéressant, encore une fois, si vous avez un gros bateau et si vous avez envie d'avoir ce genre de truc.
L'inconvénient étant bien sûr que comme c'est un produit qui fait deux fonctions, s'il tombe en panne, vous n'avez plus ni chargeur ni onduleur, quoi. Voilà, après c'est un choix. Voilà, on a fini sur les appareils électroniques du circuit de puissance d'un bateau. Je vais terminer cette petite série par 3 petites vidéos. Une pour vous parler du câblage de puissance, le choix des câbles, quelque part, et les contraintes de choix des câbles à bord d'un bateau. Une deuxième, très pratique, sur le sertissage des câbles, parce que c'est un sujet qui, est quand même, qui peut causer des problèmes. Et je finirai par un petit exemple en vous montrant sur mon bateau comment j'ai synthétisé tout ça et quelle installation de puissance j'ai fait. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai fait et je vous montrerai. A tout de suite!